Bon, les portes sont fermées. Fait que là, en partant, je vais vous demander votre aide. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui arrive en retard. Regarde, ça commence déjà. Il y a toujours quelqu'un qui arrive en retard. Moi, j'aime toujours faire, là, quand quelqu'un arrive en retard, si vous m'entendez dire «Enfin, le v'là», ben là, vous allez lui donner une ronde d'applaudissements, mais tonnerre. OK? Lâchez-vous là. Comme si le succès du Hackfest dépendait de cette personne-là. C'est toujours le fun, puis c'est toujours drôle, surtout si c'est un introverti. OK? Fait que bon matin, tout le monde. Et boire belle gang de pas caféinés un matin. Patrick, il vous a servi quoi, là, de la tisane en camomille? Ah non, mais tu sais, quand tu fais une ligne de commande bien compliquée, là, que ce soit dans PowerShell ou dans une fenêtre de commande Linux, peu importe, tu fais une commande bien compliquée, là, plein de switches puis de paramètres, puis là, tu vas faire de la magie. Ah, enfin, est arrivé! Ça va être un bout avant qu'il arrive en retard à une session, ça. Bref, tu sais, quand on fait une ligne de commande bien complexe, là, plein de paramètres, on s'attend que ça va faire de la magie, là. Puis là, on fait Enter. Puis là, ça fait pfff, ça nous chie dans la face. C'est quoi la première chose qu'on fait? Hein? Je le sais, là, on est tous pareils. Hein? On fait la flèche par en haut, puis on fait Enter. Parce que ça n'a pas marché la première fois, ça va sûrement marcher la deuxième fois. Hein? C'est Einstein qui a dit que faire les choses à répétition en s'attendant à un résultat différent, c'est la définition de la folie. Donc, je vais exposer ma folie ce matin. Flèche par en haut, Enter. Bon matin, tout le monde. C'est pas si difficile que ça? OK. Avoir les bleus dans un monde rouge, chapitre 1, le bout technique. J'ai pensé longtemps à ça. Fait qu'on parle effectivement ici de Blue Team, Red Team. Hein? Je pense que tout le monde travaille pas mal en informatique, en cybersécurité. Donc, l'offensif, ce qu'on appelle le Red Team, le défensif, le Blue Team. Puis, fait, offensif, on entend souvent, là, hey, je suis hacker, je suis ethical hacker, pen tester. Parce que c'est cool, hein? On fait toutes sortes de choses. On essaie de hacker des réseaux, du phishing, du brute force de password, ou ben, ceux qui écoutent là, notre ami Sébastien de Rage Uno, ben, on fait de l'injection SQL, des choses comme ça. Es-tu encore ici, Sébastien? Yeah. Hey, question de même. La journée que tu t'es enregistré sur Discord, tu es enragé contre quoi au juste? Plate comme histoire. Hein? Je m'attendais à quelque chose de plus intéressant. Là, style, tu t'es levé, tu m'as fait part du lit, tu as renversé ton café, tu as brûlé ta toast, hein, ta chemise préférée est encore au lavage, tu sors dehors partir le char, il fait moins 30, il part pas, une grosse croûte de glace, tu sors le scraper, tu commences à gratter, puis ça pète dans les mains, fait que là, tu pioches dessus à main nue, puis tu prends le petit bout de scraper pour enlever la glace. Par le temps que tu arrives au bureau pour t'enregistrer, là, ça te dit nickname, time the rage. Non? Je la trouve plus intéressante, celle-là, de toute façon. Puis Blue Team, bien effectivement, là, la défense. Et puis, j'ai eu cette idée-là à suivre des gens sur Twitter, sur Discord, ceux qui sont sur Discord, là, je me tiens là, puis je vois beaucoup de questions passer. J'ai parlé justement à Sébastien qui enseigne au cégep de l'Outaouais. J'ai parlé aussi à Michael Lizotte. Je ne sais pas s'il est ici, Michael. Michael Lizotte qui a enseigné au Collège O'Sullivan de Québec, puis il m'avait demandé de présenter à sa classe cet été. Puis j'ai eu comme un feeling qu'il y a plus de monde qui s'enligne vers le rouge. Hein? Puis, fait que là, j'ai confirmé avec eux, puis ils m'ont dit effectivement, les gens sont plus attirés par ça. Parce qu'il y a comme un mythe que Red Team, là, c'est sexy, hein? C'est cool. Ouais, c'est intéressant, je suis hacker, tu sais, c'est sexy, c'est cher. Puis que Blue Team, ben c'est moins sexy. Savez-vous ce que je dis à ça? Fuck that! Non, mais Patrick a dit que je ne devrais pas utiliser le mot en F, mais il n'a rien dit à propos du mot en PH. En passant, c'est un mot qui est bien le fun à utiliser quand vous êtes au téléphone, au support technique. Quand je dis comme Jacques à Montréal, P comme fuck. Donc, on va buster ce mythe-là tout de suite. C'est pas vrai. La preuve, c'est que moi, dans mon travail, ben, c'est du Blue Team que je fais pour les entreprises. Puis, ben, hein? Quel spécimen de masculinité, non? Ça compte, hein? C'est ça? Mais dans le fond, ça prend vraiment deux équipes. Hein? On ne peut pas avoir juste une équipe dans une game de hockey, sinon ça va être comme plate.
Donc, ça prend les deux joueurs. Puis d'ailleurs, quand j'en ai parlé à Patrick, je dis, tu sais, c'est quelque chose, c'est un sujet qui pourrait être interpellant. Puis il dit oui. Puis il dit d'ailleurs, il dit les gens, peu de gens le savent, mais il y a beaucoup plus d'ouvrages puis d'emplois du côté Blue Team. Fait que je voulais attaquer ça un petit peu. Qu'est-ce que c'est comme travail, Blue Team? Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était quelles sont les caractéristiques que ça prend. Là. Les skills techniques, là, vous les apprenez, mais je voulais sonder un peu le terrain. Fait que c'est un peu mes idées, les idées des gens à qui j'ai parlé, puis évidemment là, des lectures d'articles sur les traits, les caractéristiques. Bien, premièrement, ce que moi je vois, c'est qu'il y a deux façons de jouer au niveau du Blue Team. Il y a le niveau corporatif, évidemment, ça veut dire qu'on travaille à l'interne dans une compagnie. Hein, hier soir, on s'est retrouvés à souper avec des gens de Desjardins là, qui font toute partie de l'équipe de cybersécurité. Puis, fait que c'est ça, c'est de travailler à l'interne d'une compagnie. Ça peut être une grosse compagnie comme Desjardins, ça peut être une PME, peu importe. C'est très ciblé, typiquement. Fait qu'exemple, les équipes de sécurité d'une compagnie comme Desjardins, là, ça doit être très ciblé. Hein? Toi, tu es dans un cadre, tu fais ça, tu surveilles ça. Puis, il y a un sentiment aussi de, bon, mon réseau, ma responsabilité, hein, c'est mes bebelles, il faut que je m'en occupe. Bien souvent, ça peut être un admin TI dans une PME. Fait qu'il y a un sens d'appartenance, hein, c'est mon réseau, c'est mes affaires, je m'en occupe. Fait que ça, c'est un peu ça, là, de travailler à l'interne. Il y a aussi, évidemment, le côté consultatif. Ça a été plus ma carrière. Puis ça, c'est d'aider les entreprises à mitiger les risques de cyberattaque. On a vu, il y a CyberSWAT qui est ici aujourd'hui. Il y a des gens de Forensic, Infidem. Donc, ça, c'est ça. Notre rôle, c'est d'aider les entreprises. Il faut être plus polyvalent, typiquement, en tant que consultant. On touche à beaucoup de choses. Hein? Fait que autant c'est ciblé, ça peut être ciblé dans une compagnie à l'interne, surtout d'une grosse boîte, on a un rôle, une responsabilité. Bien, autant quand on est consultant, il faut être très polyvalent, on touche à plein de choses, que moi, je trouve le fun. Il faut aimer l'entrepreneur et l'entrepreneuriat, surtout si on travaille au niveau des PME. Moi, ça fait 31 ans. 31 ans, je suis en informatique, j'ai travaillé énormément avec les PME. Et puis, j'ai toujours trouvé que, généralement parlant à travers le Canada, mais surtout au Québec, il y a un mythe ou il y a une perception de l'entrepreneur et l'entrepreneuriat que ah, toi, tu es entrepreneur, tu dois être riche, tu dois avoir le gros char, puis tu abuses tes employés, puis tu ne les payes pas assez, puis tu as le gros chalet sur le bord du lac, puis le bateau. La réalité, ce n'est pas ça, pantoute. Les entrepreneurs de PME, là, bien souvent, ils s'investissent physiquement, mentalement, évidemment financièrement, ils prennent les risques. C'est quand même 80 de notre économie, la PME. C'est beaucoup, c'est notre engin économique. Fait qu'il faut aimer ça, puis il faut respecter ça, il faut avoir ce respect de l'entrepreneuriat-là. Parce que, autant du côté corporatif, on se dit, c'est ma responsabilité, c'est mon réseau, bien, du côté consultatif, bien, faut s'engager vers l'entrepreneur. Regarde, moi, je vais t'aider, là, parce que je ne veux pas que tu perdes ta compagnie. On le sait, on en parle souvent sur le podcast. On dit que 61 des PME qui subissent une cyberattaque sérieuse ne s'en remettent pas. Ils sont acculés à la faillite. Fait que moi, quand je fais des formations pour le programme Paris aux entreprises, puis je leur dis, imagine, là, tu sais, bien souvent, je parle des entreprises manufacturières, qui sont dans un parc industriel. Je dis, imagine autour de toi, tu as 100 compagnies. Bon, on sait, là, on dit qu'il y a à peu près 25 des PME qui vont se faire attaquer en n'importe quelle année. Fait que ça, c'est 25 compagnies de là. Puis 60 de ça, bien, c'est 15. Fait que dans ton parc industriel, où ce que tu es, là, il y a 15 employés, 15 compagnies dans la prochaine année qui risquent de fermer à cause d'une cyberattaque. Moi, perso, je trouve ça désolant. Parce que ce n'est pas juste un entrepreneur qui perd son investissement, ce n'est pas juste une compagnie qui ferme, c'est du monde qui perd leur emploi aussi. Right? Fait que je cherchais quelles sont ces caractéristiques-là que les gens en Blue Team devraient avoir, ou les connaissances, les people skills, surtout aussi, là, on va parler de ça dans le deuxième chapitre. Bien, évidemment, il faut être analyste. Hein? Il faut être capable de voir le big picture, le gros portrait, mais il faut aussi être capable de voir tous les morceaux puis comment ça joue ensemble. Fait qu'il faut avoir une tête analyste, il faut être capable de s'asseoir puis de penser puis être dans sa bulle, évidemment. Il faut être bien organisé, faire attention aux détails. Hein? Quand tu regardes tous ces morceaux-là qui bougent ensemble, ça peut être très gros, c'est complexe. Hein? Les TI, la cybersécurité, on le sait, là, ça tient sur un château de cartes. Okay? Bien souvent avec du duct tape. Fait que faut s'organiser, il faut être bien organisé, il faut être capable de prioriser qu'est-ce qu'il faut faire. Tu
c'est pas obligé, on n'est pas obligé de tout faire. Là. C'est une des choses, je pense, qui fait peur aux entrepreneurs quand on essaie de leur parler de cybersécurité. Ils voient ça tellement gros. Là. Puis là, j'essaie de leur dire, non, regarde, là, on commence bien simple. Hein? On adopte des bonnes pratiques, la bonne hygiène TI, puis regarde, juste faire une coupe d'affaires. Tu sais, le 20-80 de Pareto, là, hein? On va faire peut-être un 20 d'effort là, pour 80 d'augmentation, là, de mitiger le risque d'une cyberattaque. Ah oui, éternel apprenti. Il ne faut jamais que ça arrête. Hein? Ça bouge tout le temps. Des nouvelles tactiques tout le temps, des nouvelles vulnérabilités. Fait que si vous êtes le genre de personne qui dit « OK, moi j'ai appris, j'ai fait ma certification, merci, bonsoir », ça ne marche pas là. Okay? Il faut vraiment tout le temps apprendre. Hey, une bonne façon, c'est d'écouter la French Connection. Shameless plug, comme dirait Pat. Fait qu'on parle de toutes sortes de manchettes et de choses. On essaie de pas tout le temps être trop technique parce qu'on sait qu'il y a du monde qui écoute qui ne sont pas nécessairement très techniques. Quand Frank est là, ben là, on l'écoute et personne ne comprend rien. Là. Lui, il va dans le très technique, mais c'est ça, il faut toujours rester à l'affût de ce qui se passe. Il faut toujours lire, il faut toujours apprendre des nouvelles choses. Il n'y a rien qui reste pareil bien longtemps. Okay? Fait qu'il faut toujours apprendre. Il faut être pédagogue. Qu'on soit à l'interne, du côté corporatif ou consultatif, il faut avoir ce côté pédagogue. Il faut être capable de vulgariser à nos, si on est côté pas corporatif, à nos utilisateurs. Il faut être capable de leur dire que, ouais, je comprends là, que tu trouves ça compliqué, mais c'est ça. Il faut leur expliquer les pourquoi, surtout quand on leur enseigne les concepts de phishing, puis d'hameçonnage, puis comment reconnaître des choses. Il faut être capable de transmettre ça. Ça fait, comme je disais, quand 31 ans, je suis en informatique. J'ai commencé comme bien des vieux avec les cheveux gris ou plus de cheveux, là, dans le monde novel. Hein? Fait que là, j'allais à des conférences nouvelles. Dans ce temps-là, il y avait 2000 personnes. Il y avait, peut-être 2 femmes. Là, j'étais comme, ben voyons. Puis j'ai travaillé avec des femmes en informatique, puis ils pensent différemment. Puis je me suis toujours dit, pourquoi il n'y a pas plus de femmes en informatique? On a besoin de ça. Non, mais... Je ne dis pas ça pour être cool, là, puis la diversité et l'inclusivité. Là. Je me suis toujours posé cette question-là. Parce qu'ils pensent différemment, sont très attentionnés aux détails, typiquement très organisés. Mais au fil du temps, pour avoir lu des études et toutes sortes d'affaires, et qu'on parle de diversité et d'inclusivité sans cesse aujourd'hui, là, ben, c'est clair, c'est règle générale, c'est pas des choses qui attirent les femmes, l'informatique. Être assis en avant d'un ordi, là, puis pitonner la journée longue. Il y en a, oui. Mais le côté pédagogue, j'ai parlé à plusieurs femmes, parce que quand je suis revenu au Québec, j'ai été absent pendant 6 ans. Quand je suis revenu au Québec dans pleine pandémie en 2020, j'ai décidé de focuser sur la cybersécurité. Puis je commençais à connecter avec ce monde-là. Je dit, ouais, il y a donc bien des femmes en cybersécurité. Puis là, j'en parlais à une couple d'entre elles, puis ils ont dit, ouais, c'est parce qu'on deal plus avec des humains. Puis c'est plus ça qui attire les femmes, hein, typiquement. Là. Ils aiment ça travailler avec des humains. Fait que le côté pédagogue ressort beaucoup ici. Il faut être rédacteur, oui, parce que bien souvent, du côté Blue Team, il faut écrire de la documentation. Vous regarderez dans le dictionnaire ce que ça veut dire documentation. Ah non, sérieux, là, je fais des audits et des formations à des PME. Il n'y a personne. La première question que je demande, là, moi je ne suis pas du pentest, je fais là, des audits de vulnérabilité. Là. La première question que je pose tout le temps, c'est tu peux-tu m'envoyer ta documentation réseau? Il n'y en a pas un à date, en 2 ans, qui a été capable de me donner de quoi d'intelligent. Pas un. Fait en faisant partie soit du côté corporatif, du Blue Team, il faut être capable de documenter, il faut être capable d'écrire, de maintenir une documentation. Si on est du côté consultatif, hein, comme nos amis chez Gardien Virtuel, il faut être capable de rédiger des rapports, de présenter ça, de vulgariser ça aussi pour les clients, de documenter le réseau parce qu'eux autres ne le font pas. Fait qu'il faut avoir ce côté rédacteur-là. Il faut être ferme, mais empathique aussi. Hein? Oui, je sais que tu aimerais utiliser password 1, 2, 3 pour ton password, mais non, c'est non. Okay? Oui, je sais que tu trouves ça fatigant, l'authentification multifacteur, mais non, je ne te l'enlève pas. Fait qu'il faut être ferme à un certain niveau. Il faut être capable de dire non. Je me souviens, j'ai fait une petite présentation très rapide au colloque d'évolution à Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Puis après ça, il y a un gars qui vient me voir après la présentation et il dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Moi, mon boss, là, il ne veut rien savoir de ça. Il ne veut jamais arrêter la production. C'est une affaire qui roulait 24/7, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis il dit, il ne veut jamais là, arrêter parce que ça coûte trop cher. Puis je dis, dis à ton boss qu'il te donne une demi-heure ou 1 heure par mois,
de 11 heures à minuit, là, un dimanche, quelque chose de même. Puis il ne veut même pas. Je dis, bien, dis à ton boss que s'il ne veut pas arrêter pour 1 heure, parce que ça coûte trop cher, qu'est-ce qu'il va faire s'il faut arrêter pendant 3 à 5 semaines à cause d'une cyberattaque? Puis s'il ne comprend pas ça, là, ben, mets ton CV à jour et cherche quelque chose d'autre. Il y en a qui ne veulent pas comprendre. Mais à quelque part, puis écoute, il y en a tout le monde cherche de la job aujourd'hui. Moi, je pense que n'importe qui en cybersécurité, en TI, là, ça ne devrait pas être un problème à trouver un nouveau rôle. Mais il faut, à un certain niveau, être ferme. Il faut dire non, c'est ça, il faut faire ça, éduquer les usagers, les entrepreneurs, leur faire comprendre les risques, les conséquences de ne pas le faire. Puis la cybersécurité, là, moi j'adore ce dessin-là. Il y a un gars sur LinkedIn qui maintient ça. Puis je le montre tout le temps dans mes présentations parce que les gens travaillent. Je suis en cybersécurité. Ah ouais. Ça veut dire quoi, là, ça? Moi, je déteste, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, j'ai l'occasion et l'opportunité de temps en temps de passer dans les médias, à la radio ou à la TV, puis ils veulent toujours m'introduire comme expert en cybersécurité. Je dis, ah non, j'ai ça, ce terme-là. Il n'y a personne qui est expert dans tout ça, là. Il n'y a personne qui est expert dans tout ça. Moi, je suis consultant en cybersécurité, ça passe. Mais c'est énorme. Fait qu'au niveau de... Tu t'en vas avec ton Southern Comfort, hein? Du rhum. Écoute. Ah ouais, hein? Bienvenue au Access, Ah! Sérieux? All right, man. Schlamche. Justement, j'avais la gorge sec. Merci, Pat. Ouh, spice. On va passer à la bouteille après. Fait que c'est complexe, la cybersécurité. C'est une grosse affaire. C'est plein d'affaires. Fait qu'à quelque part là-dedans, trouvez-vous votre créneau. Il y a Blue Team, Red Team, là, ça fait Incident Response. C'est énorme. Juste ça, là, il y a du monde qui spécialise là-dedans. On voit l'étude Career Development Conferences. Ben, justement, là, vous êtes là pour ça. Vous apprenez Key Management de l'architecture. Écoute, c'est plein. Patch Management, une autre affaire que personne ne fait, là. C'est devenu ma patente sur le podcast, là, patcher vos systèmes. Ben, c'est ça. Puis, c'est énorme, là, la cybersécurité. Puis moi, je maintiens qu'il n'y a personne qui est expert dans tout ça. Mais tout le monde peut trouver son créneau. Puis c'est pas nécessaire là, de dire « OK, moi, je vais être expert là. » Ça peut être « moi, j'aime ça, puis j'aime ce bout-là. » Tu sais, comme là, présentement, je suis en train de travailler avec 2 compagnies au niveau de les préparer pour leur certification cybersécuritaire Canada. Fait que là, on commence à tomber dans la documentation et des choses comme ça. Fait que, il y a assez de choses pour intéresser tout le monde là-dedans, je pense. Et aussi, il faut être très zen quand on est Blue Team. Parce que quand la marde pogne, là, ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut être capable de prendre un grand respire, de reculer et de dire « OK, on a un problème. On fait quoi? » Fait que s'énerver, se pomper, puis là, je sais qu'on va avoir de la pression, mais il faut dire aux gens autour de nous, regarde, laisse-moi travailler ça. Il faut redevenir analyste, il faut regarder tout ce qui se passe. Mais ça, je trouve que, surtout au niveau Blue Team, si vous êtes responsable d'un réseau ou de quelque chose, c'est très important. Apprenez à respirer, à rester cool. Ça va juste accélérer les choses. Ça va? Quand j'ai demandé à Pat si je pouvais présenter, il dit « Tu veux-tu faire un talk de 20 minutes ou 50 minutes? » J'ai dit « 1h30. » Il dit « OK, 50 minutes. » Fait que, on va avancer. Chapitre 2, le bout philosophique. Encore là, c'est réfléchi, mes affaires. Justement, Michael m'avait demandé, Michael Lisotte de Collège O'Sullivan, il travaille chez Bell, mais il enseigne aussi au Collège O'Sullivan à Québec, m'avait demandé de présenter à sa classe plutôt cet été mes expériences, puis des conseils, des choses comme ça. Puis il ne dit pas nécessairement technique, des people skills, comme on dit. Puis ça avait été bien reçu. Puis je vois souvent justement des messages dans le Discord, sur Twitter. Qu'est-ce que je peux faire à part aller chercher des certifications? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer ma carrière? Puis les certifications, là, il y a Steve Lavoie qui n'est pas loin ici, là, qui va présenter sur toutes les certifications après aussi. Toujours intéressant. Fait que là, je disais, OK, je vais parler d'une couple de choses
qui pourraient vous aider dans toutes sortes de situations. Le premier, c'est de tisser des liens. Il y a un de mes chums, un de mes mentors de longue date, qui m'a parlé d'un livre récemment. Il dit, tu devrais lire ça parce qu'il dit, toi, tu appliques déjà beaucoup de ces choses-là. Ça s'appelle The Luck Factor. Je ne sais pas s'ils le font en français. Puis, il parle là-dedans, c'est un psychologue de l'Angleterre qui a fait des études là, pendant 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont chanceux, puis d'autres non? Puis je disais ça, puis c'est vrai, il avait raison, mon chum. Il dit, ah, ça c'est vrai. Le premier, là, c'était de tisser des liens. Puis une des choses intéressantes qu'il disait là-dedans, c'est qu'en moyenne, on connaît tous environ 300 personnes là, de prénoms qu'on peut identifier. Fait que là, si, je vais voir, moi c'est Jacques. Frédéric, bonjour. Ah, écoute, moi, si tu connais quelqu'un qui cherche des audits pour des PME, là, passe le mot. Hein? Je viens de m'ouvrir à. OK. Pas grave, là. Pour la patente, là, c'est pas grave. Lui. Mais là, je viens de m'ouvrir à 300 personnes, potentiellement, puis je suis à 2 poignées de main de 90 000 personnes. Parce que si lui, ses 300 contacts ont tous 300 contacts, je viens de m'ouvrir, là. Hein? Ça va vite. Il ne faut pas avoir peur de parler puis de s'introduire. N'importe qui, on ne sait jamais. Hier, mon frère et moi, mon frère est ici aujourd'hui avec moi, puis on avait faim hier après le cocktail. Là, il n'y avait pas beaucoup de bouffe. On a mangé 34 petites cuillères de je ne sais pas quoi, là. Mais on avait encore faim. Fait qu'on dit, on va aller. Fait que là, on arrive à une petite pizzeria pas loin, puis il y avait du monde qui attendait dehors. Puis mon frère et moi, on est très extravertis. On parle à tout le monde, puis ça s'avère, justement, c'était les gens de Desjardins. Puis on commence à jaser avec eux autres. Puis ben, on a soupé avec eux autres, puis la soirée a fini avec du grappin. Tu sais? Ben, pas tant que ça, là. On a été raisonnable. Fait que c'est ça, là, c'est de parler. Ayez pas peur de tisser des liens, n'importe qui, parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer, quelle opportunité ça peut nous amener. Par exemple, savez-vous pourquoi je suis ici aujourd'hui? À cause de lui. Ben oui. C'est pas le fait que Steve m'a appelé et il dit Jacques, tu te présentes samedi matin. Mais l'histoire, c'est que quand je suis revenu en 2020, puis je dis OK, je dis à ma femme, je vais retourner en consultation, mais je veux focusser sur la cybersécurité. Je veux aider les PME à se protéger, à mitiger le risque d'une cyberattaque. Puis là, à ce moment-là, c'est là que je commence à entendre parler de la loi 64. Oui, moi, je l'appelle la loi 64. OK, là? Non, 64. Fatigant. Puis là, pour moi, là, c'était comme, ben voyons, ça va être la porte d'entrée, ça va être l'opportunité d'aller voir des PME puis dire, hey, regarde, ça s'en vient, il faut falloir que tu fasses de quoi, il va falloir que tu t'en occupes. Puis, j'étais déjà familier avec les RGPD là, de l'Europe, GDPR. Fait que là, je commence à fouiller, puis je tombe sur le site de l'Assemblée nationale. Puis à cette époque-là, c'était encore un projet de loi, donc c'était en étude. Et il y avait un genre de comité parlementaire. Puis là, il y avait des groupes et des gens qui allaient parler à ce comité-là pour expliquer le pour et le contre, puis les points, ces choses-là. La FCEI était là. Puis là, à un moment donné, je vois un nom, ça disait « expert en cybersécurité ». Moi, j'ai assez d'expérience pour dire, ceux qui disent « expert », bien souvent, fait que je vais l'écouter. C'était Steve. Moi, je ne le connaissais pas, là. Steve. Je sais qu'il était bien dans les médias, mais ça faisait 6 ans que je n'étais plus au Québec. Je ne connaissais pas Steve. J'écoute son mémoire. Là, je me mets à parler à mon écran. J'étais comme, ah, oui. Oui, c'est ça. Oui, toi, tu as raison. Hey, écoute, j'ai trouvé son mémoire génial. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. C'était brillant. C'était pas tellement long. Fait que je vais sur LinkedIn, je le trouve, j'y écris. Bonjour, M. Waterhouse. Je m'introduis brièvement. Je viens juste d'écouter votre présentation au comité parlementaire. Je trouvais ça génial. Je suis bien d'accord avec vous sur bien des points, sur quasiment tous les points, sur toute la ligne. Puis, c'est ça. Moi, j'aime ça donner des tapes dans le dos comme ça. Fait que j'écris. Je ne m'attends pas à rien, là. En dedans de 24 heures, moi, j'ai LinkedIn Premium. Fait que je vois, oh, il m'espionne. Puis il me réécrit. Il dit, hey, on a bien des choses en commun, il faudrait se parler. Oh, OK. Fait qu'on se donne rendez-vous, puis il m'appelle. On jase. 1 heure et demie de temps. On s'est partagé des histoires, on a ri, ça a cliqué tout de suite avec Steve. Là, c'est comme 2 vieux chums qui se parlaient. Puis après ça, il dit, hey, toi, tu as l'air d'être bien à l'aise à parler publiquement, puis tu aimes ça présenter. Il dit, ça te tenterait-tu de participer à un podcast? Moi, je suis game pour n'importe quoi. Je dis, sure. Puis c'est là qu'il m'introduit à Patrick. On fait un autre appel avec Patrick. 1 autre heure au téléphone à partager des histoires, puis rire, puis tout ça. Pat, il dit,
Cool, ça te tente-tu de participer? Je dis, ben ouais, let's go. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé sur la French Connection. Ça fait 1 an et demi là, que je fais ça. Puis au début, c'est comme n'importe quoi. Là, j'étais un petit peu, pas nerveux, mais tu sais, tu as des doutes. Fait qu'après 2, 3 épisodes, j'ai parlé à Patrick. J'ai dit, ben, c'est-tu correct, là? J'ai dit des niaiseries. Il dit, non, non, c'est bon, on a des bons commentaires. Puis, OK. Puis là, ça fait plus d'1 an et demi. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve avec ça. Parce que, pourquoi? Aléatoirement, comme ça, là, j'écoute de quoi, puis j'ai écrit à Steve, puis il m'a répondu, puis ça a tissé des liens, puis c'est ça. J'ai des opportunités qui s'ouvrent. Là, Steve s'en va travailler au gouvernement, il ne peut plus faire de médias, fait qu'il me les réfère. Fait que c'est tout ça, là. Ça, je dis, c'est important de tisser des liens parce qu'on ne sait jamais à qui on parle, puis les portes que ça peut ouvrir, les opportunités qui peuvent se présenter. Okay? Soyez méticuleux. Pour moi, ça a toujours été un des traits les plus importants quand j'engageais des employés. Je voulais quelqu'un qui était méticuleux. Hein? C'est complexe ce qu'on fait là, en informatique ou en cybersécurité. Fait que ça demande beaucoup de précision. Puis moi, il y a un dicton anglais qui dit « measure twice, cut once hein? ». On mesure 2 fois puis on coupe 1 fois. Puis moi, c'est ça. Même après 30 ans, là, quand je fais des choses, là, puis là, avant de cliquer « submit » ou, tu sais, j'ai-tu tout fait comme il faut? J'ai-tu tout fait les prérequis parce que je n'ai pas envie que ça plante? Puis écoute, ça arrive des fois, ça va nous sauter d'en face. Okay? Ça arrive en autant qu'on apprend, puis qu'on dit, OK, la prochaine fois, je ne ferai pas ça. Mais si tu n'es pas bien méticuleux, puis ça continue à te péter d'en face, bien là, peut-être qu'il faut penser à autre chose. Okay? Fait que pour moi, être méticuleux, c'est très important dans ce qu'on fait. Vraiment faire le tour de la patente. Je sais que j'avais des gars, puis je pense encore aujourd'hui en informatique, il y a du monde qui vont chez des clients, puis ils font quelque chose, puis ils partent. Ah, mais t'as-tu testé, t'as-tu vérifié que tout fonctionne? Hein? Au lieu de retourner sans frais après, là, reste une demi-heure de plus, assure-toi que tout fonctionne. L'habit fait le moine. Je sais que le dicton, ça dit l'habit ne fait pas le moine. Puis, ouais, il y a de quoi là-dedans. Là. Tu peux avoir quelqu'un qui est super checké, la patente, mais c'est un trou de cul. Comme tu peux avoir quelqu'un habillé en mou, là, en T-shirt, là, comme lui. Là. Puis c'est peut-être le gars le plus gentil et le plus compétent sur la planète. Mais, je vais vous dire ça. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent clairement qu'être bien habillé, ça change la perception des gens. Ils vont vous percevoir comme étant plus compétent. Ce qui est intéressant dans les études, hein, les humains sont drôles, c'est que même quand on disait aux gens, là, en passant, si tu vois un gars en habit, bien habillé, là, c'est peut-être juste une perception que tu as. Fait que même quand on leur disait ça, ben, ils continuaient à évaluer les gens bien habillés comme étant plus compétents. Fait qu'on est vraiment biaisé de ce niveau-là. Puis, mesdames, ça s'applique à vous aussi. Il y a des études qui démontrent clairement que c'est la même chose chez les femmes. Là, je ne dis pas allez tous vous acheter des habits et tout ça. Là. Mais c'est ça. Je vous le dis, faites ce que vous voulez avec ça. Il y a un impact sur la perception des gens. Fait que ceux qui cherchent des emplois, des choses comme ça, n'ayez pas peur. Hey, il n'y a rien de fancy là, ici. Là. Hein? Bien casual, la cravate détachée un peu. Mais j'étais à une conférence à Boston au mois de septembre. J'étais comme ça, là, exactement comme ça. 3 jours de conférence. Les 3 jours, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dire « Hey, j'aime ton style, c'est cool ce que tu fais. Ah, hey, toi, là, tu me donnes le goût de faire plus d'efforts. » C'est comme « Hey, je ne faisais rien de même extraordinaire, là. » Mais soyez conscients de ça, que surtout là, si vous allez pour des entrevues ou vous rencontrez du monde, vous allez à des colloques. Il y a plein de monde qui recrute ici. Là. Je ne sais pas s'il y a du monde qui cherche des jobs, mais il y a du monde qui recrute ici. Fait que soyez conscients que l'habit fait le moine à un certain niveau. OK? 4. OK, attachez vos ceintures. Là, je m'excuse, je vais peut-être en offusquer une coupe. Non, je ne m'excuse pas. Vous avez le droit d'être offusqué. C'est correct. 2 priests came round our house tonight, one young, one old, to offer prayers for the dying, to serve the final rite. One to learn, one to teach which way the cold wind blows. Fussing and flapping in priestly black like a murder of crows. Chanson de Sting des années 80, All This Time. J'ai toujours adoré ce refrain-là, l'image que ça donne, là, les prêtres dans leur robe noire, le fussing and flapping in priestly black like a murder of crows. Quelle image! Je lègue à la mer un château de sable, un ruisseau creusé à même une fable. Comme les cités de pierre, il devra se défaire.
Je laisse aux humains l'espoir de la justice s'ils sont seuls à vouloir ou croire qu'elle existe. Paul Piché, de son extraordinaire album Sur le chemin des incendies, là, que j'ai toujours adoré. Mais encore là, l'image de se construire, là, le château sur le bord du sable, peu importe la grosseur du château, comment gros qu'il est, comment solide qu'il est, la mer va l'emporter. Hein? C'est une belle allégorie pour notre vie. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa. Y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será más manos como una espada fresca. Hein, mon amour, dans l'heure la plus sombre, si tu vois que mon sang coule sur les pierres de la rue, souris, parce que ton sourire, pour moi, c'est comme une arme, une épée fraîche dans mes mains. Je parle de quoi ici? Je parle de la beauté du langage. Les langues, pour moi, c'est ce qui nous approche le plus de la divinité. Moi, je trouve ça extraordinaire là, qu'on peut faire des bruits avec notre gorge et notre bouche, puis on se comprend. Là. Puis on est capable de comprendre des concepts abstraits en plus. Pas juste dire « assis-toi ». On est capable de parler de toutes sortes de choses, puis on se comprend. Là, la communication dans toutes les langues, c'est extraordinaire. Mais je sais qu'au Québec, s'il y en a une qu'on a de la misère avec, bien, je vais le dire pareil. Prenez l'anglais. Ça a été un enjeu, on sait, durant l'élection, le déclin de la langue française. Puis, écoutez, moi, je suis le premier à dire, il ne faut pas perdre ça. Hein, ceux qui sont québécois de souche, qu'on va dire, le descendant des premiers Français qui sont venus ici. Nous autres, notre ancêtre, on est chanceux, on a notre arbre généalogique. Mon ancêtre, Pierre Sauvé, il est débarqué pas loin d'ici en 1665. Hein, 400 ans. Lui, il faisait partie du régiment Carignan-Salière. Ça, c'est un des régiments qui s'en venait protéger Montréal des attaques iroquois qui venaient de la Nouvelle-Angleterre. Mais c'est que c'est sûr que même après la petite journée de septembre 1759, pas loin d'ici, là, qui a mal été pour les Français, les Français ont réussi à conserver cette culture-là, la langue, c'est important, puis la culture. Comment on définit ça, une culture? Il n'y a personne qui est capable de répondre à ça. C'est notre divertissement, c'est nos artistes, c'est nos comédiens et comédiennes. 10 minutes, es-tu sérieux? C'est correct, j'arrive à la fin. C'est nos chanteurs, nos musiciens, les Félix Leclerc, les Paul Piché, les harmoniums. C'est notre bouffe. Hein? La tourtière et le ragoût de pâte de cochon à mémé. Puis c'est notre poutine, sacrée soit-elle. En passant, poutine, on pensait crotte de fromage. Si jamais vous voyagez la route du fleuve entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie, il y a une petite fromagerie à Saint-Fidèle, la fromagerie Saint-Fidèle. Ils ont pensé longtemps. Puis là, quand vous passez, là, vous achetez des crottes de fromage fraîches du jour. Ça fait tellement squeak, là. C'est comme s'il y a quelqu'un dans ta tête qui se promène avec des running shoes sur un vieux plancher d'école mouillé. C'est super bon. Mais j'ai réalisé de quoi, justement, quand j'étais à la conférence à Boston. Je rentre le matin, il y avait des déjeuners d'inclus. Il y avait des grandes tables rondes, 10-12 personnes. Tu prenais ton déjeuner, tu allais t'asseoir. Puis je m'arrive un matin, puis je m'assieds une des tables. Puis il y avait un gars là, qui s'appelle Bob Mostra. C'est un auteur, puis il présente à toutes les années à cette conférence-là. Il écrit sur quelque chose, je pense, qui est bien, bien connu ici, là, au niveau de développement logiciel, marketing, product management. C'est une philosophie qui s'appelle Jobs to be done. Fait que bref, on commence à parler. Là, je me souviens plus pas en tout comment on est tombé sur le sujet. On parlait de la santé, puis comme quoi on ne fait pas de médecine préventive, on ne fait pas de prévention. Puis j'ai mentionné que mon frère, justement, il est allé au mois de juin en Turquie pour un bilan santé complet. Résonance de la tête, rayon X des poumons, toute la patente. Là. Puis ça a bien tombé, ils ont trouvé une petite tumeur dans sa tête. Ils ont réparé. Et là, quelqu'un me dit « Pourquoi il est allé en Turquie faire ça? » Je dis « C'est parce qu'au Québec, on ne fait pas ça. Nos médecins ne disent pas 40 ans, 50 ans, bilan complet. » Puis tu ne sais pas ce qui pousse là-dedans. Là. Puis je dis en avril 2021, sa femme, après dîner, elle avait mal à la tête. Une petite confusion en après-midi. Fait que là, il appelle le docteur, puis amène-la à l'hôpital. On fait une résonance, puis il trouve une tumeur la grosseur d'un œuf. Fait qu'elle avait dit, toi, là, je veux que tu aies un bilan total. Ça devait faire des années que ça poussait, cette affaire-là. Puis, tu sais, il n'y avait aucun symptôme. Fait que moi, mon histoire était finie. Tu sais, on parlait de prévention. Puis, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Puis là, il y a une fille qui me regarde et dit, OK, mais ta belle-sœur, elle? Je dis, regarde, premièrement, la tumeur était du côté gauche du cerveau.
Puis la médecine moderne, aussi incroyable soit-elle, on ne sait pas encore comment opérer du côté gauche. Puis c'est un glioblastome. Je dis, tu t'en sors pas. Et je dis, nous autres au Québec, on a l'aide médicale à mourir. Fait que 3-4 mois plus tard, au mois d'août, on était autour de son lit. Puis elle nous a dit, bye-bye, je vous aime. Elle a reçu l'injection. Elle est partie. Hey, là, c'était tranquille comme ça. Là. Tout le monde m'a regardé. Puis Bob, justement, il dit, oh wow, I want to move to Québec. Puis ça m'a frappé. Parce que la culture, puis tout ce qu'on a ici, c'est aussi ça. C'est aussi, à mon avis, les choix de société qu'on fait. Hein, de croire à la dignité humaine, là, de dire on va partir tranquillement avec dignité comme ça, sans souffrir, plutôt que de se laisser dépérir. C'est, que vous soyez d'accord avec ça ou non, la loi 21, la laïcité, tout ça, la séparation de l'État et de la religion. Hein, au Québec, on croit beaucoup à ça. Bien, c'est ça aussi la culture. Fait apprendre l'anglais, ça ne va pas détruire, j'ose croire que ça ne va pas détruire là, tout notre héritage francophone. C'est pas le français ou l'anglais. C'est le français et l'anglais, et l'espagnol, et l'italien, et peu importe. Okay? Le plus on apprend de langue, le plus ça nous ouvre à toutes sortes de choses. Puis d'ailleurs, c'est payant. Le recensement de 2021, Statistique Canada, a dit que si vous parlez français seulement, ça c'est une statistique générale à travers le Canada, français seulement, donc quasiment le Québec, 43 000 en moyenne le salaire annuel. Si vous parlez anglais seulement, c'est à peu près 28 de plus. Puis, hey, mes amis québécois, anglais et français, c'était les plus hauts niveaux de salaire. Fait que c'est payant. Ce que je trouve un petit peu drôle, en passant, c'est qu'on entend parler surtout du déclin de français à Montréal. Puis la semaine dernière, je finissais mes vacances, j'ai fini à Québec, justement, puis j'entendais bien plus d'anglais à Québec. Et là, je parlais aux gens, les serveurs, puis tout ça. Bien, c'est normal. Elle me disait 9 sur 10 clients qui rentrent dans le restaurant ou dans le bar, c'est des anglophones qui viennent des États-Unis ou de l'Europe et tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Fait que gênez-vous pas pour apprendre l'anglais. Négligez-vous pas, ça va aller vite, là, je m'en reste plus gros, de ne pas se négliger. C'est important de prendre soin de soi. On entend encore beaucoup parler là, des problèmes de santé mentale et tout ça. Bien, ça commence par bien manger, bien dormir. Il n'y a pas assez de monde qui dorme. Il faut relaxer, respirer, être zen. Il faut vraiment prendre soin de soi. Il ne faut pas négliger l'exercice. Par exemple, moi, j'aime ça faire du vélo électrique, parce que j'aime ça pédaler, mais... Fait qu'il ne faut pas se négliger non plus. C'est très important de prendre soin de soi-même. Puis finalement, ben, ne croiriez rien de tout ce que je dis. C'est mes expériences, c'est mes observations, c'est mes histoires. Vous pouvez prendre ça avec un grain de sel. S'il y a une chose qui résonne avec vous, ben, j'ai fait ma job. Okay? Mais allez écrire vos histoires. C'est tout. Merci. Là, ça veut dire que j'ai le droit à une deuxième shot de rhum là, quand je finis?